En face de vous, vous avez une super opportunité, un super deal? Peut-être. Est-ce qu'il faut le prendre ou pas? C'est quoi le filtre à avoir? On voit ça tout de suite. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter gratuite qui va vous apprendre toutes les clés sur énormément d'investissements, énormément d'opportunités, énormément de deals possibles. Inscrivez-vous, c'est dans la description, c'est gratuit, c'est détaillé, c'est chiffré, ça vaut le coup. Bon, Julien, sujet du jour. Aujourd'hui, imagine, cette tasse est une opportunité d'investissement. Félicitations à elle. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que cette opportunité vaut le coup pour nous? Parce que ce qui vaut le coup pour nous ne vaut pas forcément le coup pour notre voisin et réciproquement. Quels sont les filtres qu'on applique? Quelles sont les questions qu'on se pose? Bref, comment t'attaques ça? C'est pas le sujet le plus facile parce qu'effectivement, aujourd'hui, aussi avec Internet, on voit qu'il y a énormément de possibilités d'investissement immobilier. Et dans l'immobilier, il y a des dizaines de stratégies possibles. Les marchés financiers, la bourse, il y a aussi de nombreuses stratégies. Donc effectivement, je sais que quand je parle avec des personnes, beaucoup de personnes sont assez perdues sur ce qui est possible de faire. Et aussi, un autre travers, c'est qu'on voit sur des réseaux sociaux, des influenceurs ou autres, des solutions qui sont mises en avant. Et donc, ça donne envie. Et ouais, mais c'est peut-être pas la bonne chose. Donc pour moi, on va voir les différents critères, hein. Mm. Le premier critère, c'est déjà savoir est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que ça rentre dans mon plan, dans mon plan de développement patrimoine. Ouais, Derrière. clairement. Disons, voilà, aujourd'hui, je sais voilà, quels sont mes objectifs sur le long terme. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre ces objectifs, notamment financiers? Ça, c'est le premier point de départ, de dire, OK, ça va m'aider à avancer. C'est le premier critère. Le temps, hein. Globalement, le temps. Aujourd'hui, quand on veut investir, quand on a une opportunité d'investissement, la question, que ce soit financier, du private equity, investir dans le vin, les timbres, les monnaies anciennes, l'art, on s'en fout. La question, c'est quel temps que ça va prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font cette connerie. À mes yeux, c'est vraiment une connerie. C'est d'investir en se disant, ça va rapporter du pognon. Tant mieux, hein, parce qu'on n'investit pas pour C'est le perdre de but. l'argent, c'est quand même le but. Et en fait, ils oublient le temps. Ils oublient le temps que ça prend. Ça me rappelle tout le temps les gens qui vont bille en tête vers la location courte durée dans l'immobilier. J'ai pas de problème avec ça. Ça marche la location courte durée. Sauf que les gens n'ont pas conscience de s'acheter un deuxième métier. Et oui, mais je vais déléguer à une conciergerie, etc. Déléguer et suivre des prestats, ça prend moins de temps que faire soi-même, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, après, ça part en sucette quand les gens négligent ça. Donc, voir une opportunité et la faire vivre, moi, c'est le premier filtre auquel je pense, c'est est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Alors, certaines opportunités prennent très peu de temps. Et dans ces cas-là, tant mieux. D'autres en prennent plus. Dans ces cas-là, c'est est-ce que je l'ai? Et si oui, forcément, je vais être plus exigeant sur les rendements qu'un truc qui prend pas de temps, quoi. Le temps, c'est précieux. Moi, je le vois, j'ai un certain bien immobilier en location longue durée, nu. Ça me prend un maximum peut-être 2-3 heures sur l'année de gestion. C'est pas beaucoup, hein, Pas de beaucoup. 3 heures. Mais voilà, c'est volontaire, ce type de bien, parce qu'en fait, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et à l'inverse, effectivement, on a un immeuble plus pour des étudiants. Là, c'est un temps de gestion un peu plus important, mais c'est OK parce qu'effectivement, il y a plus de rentabilité derrière. Mais le point par rapport au temps aussi, c'est effectivement quand tout dépend de l'objectif quand on est salarié. Si on veut simplement investir pour se sécuriser sur le long terme, effectivement, aller sur des stratégies très actives, quand on travaille déjà 35, 38, 40 heures ou plus, avec des responsabilités, ça peut être difficile. Par contre, effectivement, si on a un projet de dire, tiens, mais à un moment, moi j'ai envie de quitter mon job, j'ai envie de vivre de mes investissements, là, ça peut être intéressant. Il y aura peut-être cette phase pendant une certaine période, certaines années, où ça peut être très intense. On va être noyé. On va noyer, mais j'en ai vu qui ont réussi à le faire, mais parce qu'ils étaient vraiment déterminés à Ouais. atteindre l'objectif, et c'est OK, ils étaient prêts, ils se sont organisés pour ça aussi. Et du coup, le temps perso en apathie en général, hein. Le temps avec son conjoint, sa conjointe, parfois avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis. Donc, à un moment, les journées, elles font vraiment 24 heures. Et on a besoin de dormir. Miracle Morning. Ok, voilà. Donc, non mais à un moment, les gourous du web, les Miracle Morning et tout, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Ouais, moi, il y a un livre qui m'a quand même pas mal aidé, c'est La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. De Ferriss, ouais. Et en fait, effectivement, bah, quand j'étais salarié, moi, j'étais intéressé par l'entrepreneuriat. Et en Ouais. fait, j'avais organisé mon travail pour aussi réduire le temps Mm. sans avoir un impact sur ma performance. Et même, j'ai eu plus de résultats derrière. Mais effectivement, j'avais pu dégager 1 heure et demie par jour pour travailler sur mon projet sans nécessairement influencer ma vie personnelle. Par contre, le temps, tu l'as pas étendu, tu l'as pas pris sur Ah ton non. temps de sommeil, etc. Enfin, ça c'est, on n'est pas surhomme en fait. Personne ici. Non, non, c'est simplement, effectivement, c'est de trouver comment compresser certaines activités pour faire entrer d'autres choses Ou faire des choix. qui étaient importantes. Oui, clairement, faire des choix. Faire des choix.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'argent, la capacité financière. C'est comme quand il y a quand même pas mal de promotions d'investir dans des immeubles de rapport. Quand on démarre de zéro, investir dans des immeubles de rapport, c'est pas le plus facile. Notamment au niveau de la capacité financière, c'est effectivement, ce sont des biens, voilà, Plus cher. ça commence à partir de 300 000. 200, Ouais, en vrai, dans les campagnes en France, tu as même des biens à moins de 100 000. ok. Mais Les bons projets intéressants, c'est quoi? moi, mon premier immeuble, tout inclus, notaire, travaux, c'était 200. Dans une ville de 100 000 habitants. Mhm. Bon, ça va. Mais c'est plus d'argent, ça veut dire qu'il faut plus d'épargne, plus d'économie, parce que plus de risques en fait. C'est vrai. Et donc il y a cette partie argent, qui est à la fois l'argent qu'on peut mettre, l'argent qu'on va avoir pour se protéger, et c'est pas tant le fait d'avoir l'argent, c'est est-ce que je ne mets pas toutes mes économies à risque pour ça? Et peut-être que l'opportunité est bonne, peut-être qu'elle est rentable, bien sûr qu'elle doit être rentable. Par contre, ça tombe, c'est pas votre moment. Et dans ces cas-là, des opportunités, il y en aura d'autres. Et c'est ok, c'est pas grave. Euh, c'est marrant que tu prennes l'exemple de l'immeuble, parce que je trouve que l'immeuble, en vrai, c'est un vrai bon exemple. Les gens mettent une auréole, mettent des ailes d'ange, ils font briller les immeubles. Genre, vas-y, j'ai un immeuble, ça claque, tu vois. Non, moi, je veux pas acheter des appartes, c'est un immeuble. Non, mais les gars, ils sont propriétaires de rien du tout, et ils trouvent qu'acheter un appartement, c'est claquer au sol. Enfin, à un moment, faut arrêter de déconner. On a le droit de commencer par un appart, c'est pas grave. Les immeubles, il y en a des dizaines qui sont en vente tous les jours dans toute Et la il y rue. en aura encore. Et il y en aura d'autres. Donc, se dire un immeuble ou rien, ouais, mais t'as pas la capacité financière. Donc, en fait, ce sera rien. Félicitations, t'auras rien fait. Bravo, belle perf. Donc, avoir un bien, un projet au sens large, parce qu'on parle d'immobilier, mais pas que, qui est en phase avec ses moyens, c'est important. Parce que sinon, c'est la meilleure façon de se planter, en fait. Soit parce qu'on pourra pas avancer, soit parce qu'on va faire une connerie qui va nous mettre en péril. T'as mentionné un point important, j'aimerais bien revenir dessus, c'est le risque financier que ça représente aussi. Et c'est aussi, on peut aussi faire le parallèle sur les marchés financiers, la bourse. Imaginons si j'ai 50 000 euros sur un compte épargne, je vais pas commencer à investir avec directement 50 000 euros en bourse, c'est pas intéressant en fait. Mais je vais par exemple prendre 1 500 euros, 5 000 euros que je suis prêt à risquer pour me rendre compte, tiens, je peux investir et me rendre compte comment ça se passe. Et après 1 an, 2 ans, tiens, c'est positif, ça me plaît, je vais mettre un peu plus d'argent. Et c'est ok parce qu'en fait, on a géré les risques correctement, on n'a pas fait un all-in. Effectivement, si maintenant on est dans une situation un peu plus précaire financièrement, où on se retrouve à simplement 2 000 euros, Oui. là, effectivement, de nouveau, faire un all-in, c'est très dangereux. Bien sûr. On commence à les premières étapes, et c'est là le plus difficile, c'est effectivement, voilà, on n'a pas tous la même situation financière, mais voilà, il faut commencer quelque part et s'attendre à dire, voilà, je dois avoir 10 000 euros pour commencer à investir. Non, c'est une connerie, on perd du temps. Au plus vite on a activé cette machine d'investissement, au plus vite on aura un effet exponentiel dans le temps. Et moi je le vois, voilà, je commence à investir il y a quand même plus d'une décennie, mais là depuis quelques années je suis vraiment dans cette phase exponentielle où les investissements travaillent fortement et accélèrent les gains. Mm. Et encore une fois, j'insiste parce que c'est un message qui est vraiment important. Les opportunités, il y en aura d'autres. C'est pas parce qu'on en rate une que c'est fini et qu'on aura raté l'opportunité de sa vie. Ça, c'est pas vrai. Moi, on me pose souvent la question aujourd'hui, Guillaume, je veux faire un immeuble de rapport, est-ce que je suis prêt? La première question que je lui pose, c'est est-ce que tu as 15 000 balles sur ton compte en banque? Si jamais tu n'as pas 15 000 balles sur ton compte en banque, l'immeuble, je dis pas que tu peux pas y aller, je dis que c'est trop tôt. Commence par un appart, fais un petit peu de cash flow, cumule-le, et puis après, tu vas y arriver. Oui, mais Guillaume, c'est long. C'est pas grave, l'appartement, peut-être que dans 2-3 ans, il aura fait une plus-value parce qu'on aura rénové, parce que ceci, parce que cela. On le revend, tu les auras, tes 15 000 euros, il n'y a pas de problème. Mais commence comme ça. De toute façon, sinon, ça va pas marcher. Donc arrêtez de croire que aujourd'hui on peut se faire un immeuble, enfin c'est un sujet qui me tient à cœur, ça me rend dingue, arrêtez de croire qu'aujourd'hui on peut se faire un immeuble en ayant 1 000 euros sur un compte en banque, vous êtes complètement maboule. Enfin bref, désolé. Le prochain critère, c'est la compétence, et c'est aussi un peu lié. C'est effectivement, chaque investissement nécessite aussi un niveau de compétence spécifique. Et si on reprend l'immobilier, c'est qu'investir dans un immeuble, oui, il y a des économies d'échelle, clairement, sur les frais de notaire, sur pas mal de points. Mais derrière, la compétence nécessaire pour déjà bien évaluer l'immeuble, bien estimer si tout est OK au niveau des travaux, Du bâti. la gestion des locataires, ça demande quand même plus de compétences qu'un appartement ou un studio qui est bien placé. Derrière. Donc c'est aussi cette notion de compétence. Est-ce que voilà, là de nouveau, ça revient un peu au profil des personnes. Je sais qu'il y a des profils très fonceurs, ils sont prêts directement à faire ça, mais c'est une minorité de personnes. Oui. La plupart du temps, la bonne approche, c'est OK, je commence avec un bien qui est à mon niveau, j'apprends et après je passe au bien suivant où je vais prendre un peu plus de risques et j'avance comme ça dans le temps. Et c'est la même chose sur les marchés financiers. De nouveau, on commence avec une stratégie très passive en mettant par exemple 50 euros par mois dans ce qu'on appelle les ETF
qui sont des fonds assez passifs, des actifs passifs Et rentable. et rentables. On commence avec ça, et puis à partir du moment où on commence à avoir un petit capital, on peut aller sur les actions en dividendes qui sont un peu plus, un peu plus risquées pour générer des compléments de revenus. Exact. Et donc, c'est vraiment parce que ça nécessite un peu plus de compétences de pouvoir dire, tiens, cette entreprise-là va bien, devrait évoluer positivement. Ça demande plus de travail que simplement mettre 50 € dans un ETF. Mais c'est OK, de nouveau, c'est étape par étape, on avance et on se construit ses compétences pour avancer et continuer à être rentable. Moi, il y a quand même quelques rares occasions où je peux aller investir quelque part sans en avoir les compétences que je vais acquérir après. C'est quand j'ai la recommandation de quelqu'un en qui je fais vraiment confiance. J'insiste sur le vraiment confiance. Hein. C'est pas un obscur influenceur que je trouve cool sur les réseaux. Non, mais à un moment, enfin, je suis désolé, mais le reportage d'Élise Lucet de Cash Investigation, il est quand même extrêmement parlant sur ça, quoi. Enfin bref, c'est une autre vidéo. Donc, moi, quelqu'un qui me recommande aujourd'hui, quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, quelqu'un qui me recommande aujourd'hui un plan d'investissement, même si j'ai pas la compétence, je vais le regarder parce que j'ai vraiment confiance en cette personne. Je vais te donner un exemple, on en parlait encore il y a pas longtemps. Tu me dis, Guillaume, regarde ce qui se passe du côté des matières premières. Les matières premières, c'est pas mon métier. Je sais, j'ai déjà acheté de la matière première pour plein de raisons, mais j'estime que c'est pas mon expertise. Mais bon, on bosse ensemble depuis maintenant longtemps, on se connaît depuis des années, tout va bien. Donc voilà, aujourd'hui, j'estime ta compétence sur ce domaine-là, tu es quelqu'un de confiance, tu me dis regarde les matières premières, je fais comme ça, globalement, je vais te suivre les yeux fermés. Mais t'es pas un obscur influenceur sur les réseaux sociaux, ou alors il y a un écran bizarre entre nous deux, quoi. Donc voilà, ça c'est important. C'est important parce que ce que tu mentionnes là, c'est de aussi dire, voilà, même si c'est quelque chose de nouveau, c'est de dire chercher à comprendre ce qu'on fait. Donc effectivement, moi, tu viens de mentionner les matières premières, donc c'est par exemple acheter de l'or, de l'argent, d'autres Matériaux, ouais. matériaux sur la bourse. Effectivement, je me suis formé auprès de personnes qui m'ont dit, tiens, voici des conseils, etc. Et donc, j'ai compris que le mécanisme qu'il y a derrière, c'est à chaque fois derrière, c'est oui la compétence, mais aussi savoir ce qu'on fait. Parce que simplement y aller les yeux fermés, déjà, il y a beaucoup d'arnaques. Hein. C'est comme ça qu'on se fait avoir, en fait. Ouais. Et aussi, même aussi la gestion du risque. Enfin, soit c'est des arnaques, soit c'est une gestion du risque. On va prendre des risques beaucoup trop grands parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est oui, bien s'entourer, se former, s'entourer, permet de savoir, ok, j'ai pas encore les compétences, mais cette personne-là va m'aider dans le temps, dire, ok, je comprends progressivement, après quelques semaines, après quelques mois, et je vais être capable de le faire par moi-même. Ouais, alors là on prend l'exemple des matières premières, mais c'est aussi le cas sur allez, le petit sujet mode du moment, la crypto, tu vois. Moi la crypto, j'ai des connaissances de base, mais j'estime que c'est pas mon métier, c'est pas mon expertise. Par contre, Antoine, qui est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement, s'il me dit, écoute Guillaume, là il y a un plan en crypto, vas-y, il est intéressant. Antoine, je le connais depuis un bail. Antoine, j'estime sa compétence, je sais qu'il a poncé la crypto dans tous les sens. D'ailleurs, une preuve qu'il est bon, c'est qu'il dit encore, non mais moi, je suis pas expert, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Le syndrome de l'expert. Ah, et voilà, enfin c'est Antoine quoi. Bisous à toi si tu nous regardes. Euh, Bon, Antoine, s'il me dit, tiens Guillaume, là il y a peut-être un sujet chez une crypto, jette un œil, en fait je vais pas jeter un œil, je vais mettre de l'argent. Par contre, un montant maîtrisé, je vais pas faire all-in non plus, faut pas être crétin. Donc moi je m'autorise à investir sur des choses où j'ai pas, voire pas ou peu de compétences, parce qu'un tiers de confiance, avec une vraie confiance, m'a dit, vas-y, moi-même j'y vais, ça vaut le coup. Moi, c'est le seul moment où je squeeze la compétence. Par contre, si j'y vais, pour pas rater l'opportunité, je vais chercher à monter en compétence quand même après, pour savoir où est-ce que j'ai mis mes billes, en fait. Oui, tout ça. Et après, ça, c'est aussi lié, maintenant, le prochain critère, c'est le risque. Ouais. Et tout investissement a une part de risque faible ou risque plus élevé, mais aussi laisser de l'argent, et ça, je le mentionne parce que c'est vrai que les gens oublient, mais laisser de l'argent dormir sur un compte épargne, enfin un compte épargne qui génère très peu d'intérêt, Voire pas. c'est aussi un risque parce qu'en fait, cet argent est détruit par l'inflation dans le temps. Donc voilà, tout est une part de risque, toutes les décisions que vous prenez au niveau de votre argent, c'est une gestion du risque en permanence. Et effectivement, là de nouveau, si on reprend l'immobilier, c'est qu'effectivement, les stratégies, les gros immeubles de rapport, ça peut être plus risqué qu'un petit appartement quand on commence. La stratégie d'investissement dans les actions dividendes, ça peut être c'est plus risqué que les ETF qui sont plus diversifiés. Donc c'est essayer de comprendre jusqu'où on est prêt à accepter les risques, pour dire ça me convient, je suis à l'aise avec ça, et c'est de l'argent que, voilà, là je vais prendre peut-être plus de risques dans le private equity, d'investir dans des entreprises. Là je sais que si je mets de l'argent, je peux le perdre parce qu'en fait c'est beaucoup plus risqué que la bourse de toute façon passive. Là, a priori, j'ai perdu un billet de 20 000 en private. Hein. Ouais, Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres.
Mais voilà, c'est parlant. Là, j'estime que j'en ai fait un investissement d'un peu plus de 20 000 euros dans un groupe en private equity, donc dans une entreprise non cotée. Aujourd'hui, après avoir fait un bilan sur les actifs de cette société, j'estime que cet argent est perdu. Ok, je ne suis pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, mais là, à titre personnel, je n'y crois plus. Donc, ok, c'est chiant, mais factuellement, j'ai pris un risque. Ce risque était compris, mesuré, maîtrisé. Ce n'est bien sûr pas une bonne nouvelle, mais finalement, ça change pas ma vie. Et c'est pas, je dis pas que 20 000 euros, c'est pas beaucoup d'argent, au contraire. Cet argent, j'aimerais bien le récupérer pour faire du levier ailleurs et faire d'autres choses. Par contre, j'ai mis à risque une somme, parce qu'on peut perdre. Là, il y a 9 chances sur 10 que je perde, c'est pas encore fini, mais il y a 9 chances sur 10 que je perde. Bah, c'est comme ça, en fait. J'ai pris un risque. Par contre, si jamais je réussissais, mon argent faisait x10. Comme on dit, hein, de toute façon, high risk, high reward. Je prends un gros risque pour avoir un gros retour. Mais le point d'entrée, c'est pas le gros retour, hein. Le point d'entrée, c'est j'ai pris un gros risque. Donc, prenez en compte, quand vous voyez un investissement, l'objectif de cet investissement. Là, par exemple, sur l'exemple de private equity, où je vais perdre a priori mes ronds, c'est un objectif de richesse court terme, enfin moyen terme. Si jamais j'avais comme objectif ma retraite, qui est un besoin vital pour vivre, je vais chercher à avoir des stratégies qui sont beaucoup plus maîtrisées dans le temps, avec un risque plus faible. Parce que je ne vais pas chercher à prendre un raccourci sur ma retraite, c'est un besoin vital. Donc là, on prend risque minimum, en restant rentable, hein, bien sûr. Après, je peux chercher des plus grosses rentabilités pour faire des multiplicateurs de richesse. Encore une fois, c'est pas du tout la même poche d'investissement dans mon portefeuille. D'ailleurs, on a ce qu'on appelle la pyramide de l'investissement du patrimoine qui explique justement ces différents niveaux, comment se sécuriser à long terme, comment fructifier de l'épargne sur le long terme, à moyen et long terme, et puis aussi le capital risque, notamment le private equity. On en parle dans la newsletter. C'est le haut. Hein, oui, c'est le haut. Et donc là, effectivement, il y a aussi des stratégies beaucoup plus spéculatives dans les marchés financiers que je fais aussi. Bah, les mais c'est l'argent, ça. C'est l'argent où je sais que je suis prêt à le perdre et c'est OK. Et si je le perds, ça va pas influencer ma santé financière. Je sais que si je fais ce pari-là, je vais faire du x10, x15, x20, mais il y a un risque de perte, hein, comme tu dis. Ouais. C'est OK. Mais par contre, l'argent que je mets sur la base, là, le risque de perte, il est inférieur à 5%. C'est minime, en fait. C'est parce que, voilà, je sais que c'est une stratégie stable sur... Elle a fait ses preuves. Et d'ailleurs, le risque de perte, ça c'est très important. On ne peut pas gagner partout, notamment quand on prend des risques en private ou en turbo. En turbo, enfin, faire des mois à 30%, ça se fait. Par contre, tu as un risque de tout perdre. Et donc le but aussi, c'est de démultiplier les investissements avec des budgets plus maîtrisés, de façon à ce que, finalement, à perdre moins souvent qu'on ne gagne. Et ça, c'est important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le private, j'ai fait cette erreur de dire ce groupe-là, j'y crois énormément, je vais mettre un billet conséquent. À cette époque-là, quand j'ai mis 20 000 balles, c'était conséquent. En vrai, si ça tenait qu'à moi, aujourd'hui, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû avoir plutôt 10 entreprises auxquelles je crois, dans lesquelles j'avais mis 2000. Parce que là, en fait, j'ai concentré mon risque, ça a été une erreur. C'est fait, c'est fait. Depuis, je suis passé à autre chose, etc. C'est OK. Donc voilà. Par contre, partez du principe qu'il y a forcément un risque de perdre. C'est la nature même de l'investissement. Hein. Sinon, ça s'appelle des livrets d'épargne, comme le livret A, où on ne perd pas d'argent d'un point de vue numéraire. Par contre, on est 100% perdant contre l'inflation. Ça, c'est encore une autre discussion. Et ce qu'on peut mettre aussi au niveau du risque, ce qu'on appelle les clés de sécurité. Pour chaque investissement, il existe des clés de sécurité qui vont limiter le risque, que ce soit dans l'immobilier, dans les marchés financiers, aussi même dans l'investissement dans l'art. En fait, il y a des approches à avoir sur la gestion de l'argent qui vont justement respecter le risque. Et en fait, c'est à partir du moment où on ne va pas respecter son plan, que c'est là où on prend des risques, ça part en sucette en fait. Ça part en sucette. Donc c'est là où quand vous formez, essayez d'identifier ces clés de sécurité qui vont vous permettre de dire ok, je sais que je fais bien les choses et de suivre le plan. C'est ça, quand on arrive à vraiment maîtriser un investissement, c'est qu'on commence à maîtriser les clés de sécurité, un petit peu ces verrous, ces jalons qui sont importants. Dernier critère, c'est la notion de plaisir. Je trouve que c'est le grand oublié des critères. Je pense aussi parce qu'effectivement, cette notion de plaisir, si on veut continuer dans le temps, parce qu'investir, c'est une approche, c'est pas simplement aujourd'hui puis on oublie, c'est une approche qu'on a dans le temps. Cette notion de plaisir est importante. Mais là, je pense que c'est important de mentionner qu'on n'a pas toujours le plaisir dès le départ. Ouais. En fait, souvent, je trouve que c'est le succès qui amène le plaisir. Tout à fait. Et donc, typiquement, je crois que c'est plus la bourse que l'immobilier. Oui. La bourse fait peur, il y a tellement de croyances négatives, c'est l'arnaque, c'est assez négatif comme image qu'on a en France, en Belgique, en Europe de l'Ouest, par rapport aux États-Unis. Sauf les Anglais. Sauf les Anglais, mais là, c'est plus l'approche anglo-saxonne qui sont vraiment très positifs par rapport à ça. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire.
Le plaisir dans le temps. Le plaisir dans le temps, c'est effectivement, donc la bourse peut faire peur, mais là, commencer avec un petit montant, 50 euros par exemple sur les ETF, mais vous allez vous rendre compte, en fait, c'est pas difficile, je vois que ça progresse, ça me donne un peu de plaisir à le faire en 5 à 10 minutes par mois, et ok, bah voilà, j'ai mis en place quelque chose, je comprends, je vois que ça travaille, et c'est surtout, en fait, c'est de voir que ça travaille relativement facilement. Bon, rien n'est facile en soi, mais on voit quand même que ça donne des résultats Avec un effort, minimes en fait, en ouais, quelque sorte. somme toute très modeste. Moi, je trouve que le plaisir, c'est vraiment ce qui est le plus sous-estimé dans l'investissement. Parce que souvent, quand on investit, beaucoup de gens s'imaginent investir, tu sais, pour 2 ans, 3 ans. Factuellement, c'est faux. La détention moyenne d'un bien immobilier en France locatif, c'est 7 ans. Les investissements pour la retraite, etc., c'est des investissements qui vont être entre 10 et 25 ans. Les fourchettes sont larges, mais ce qui compte, c'est pas tant la fourchette, c'est de retenir que c'est pas pour 2 mois. Faire un truc chiant pendant 2 mois, en vrai, on peut s'y coller. Par contre, faire un truc sur lequel on ne prend aucun plaisir pendant 7, 10, 15, 20 ans, je vous donne pas 6 mois avant de commencer à le procrastiner. Enfin, qui a envie de faire un truc chiant pendant 20 ans? Il y a aussi un autre phénomène, et là ça a été accentué, je trouve, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir sur Internet, c'est en fait, on pense, oui, il faut obligatoirement faire de l'immobilier. Et je vois des personnes, on m'a dit de faire l'immobilier, mais en fait, l'immobilier, c'est pas spécialement pour tout le monde. Et Non. de nouveau, c'est ok. En fait, Ça marche un bien immobilier. sûr, moi je combine aujourd'hui, j'ai combiné l'immobilier avec, enfin, même 3 piliers, l'immobilier, l'entrepreneuriat et les marchés financiers, mais ça me convient, c'est mon profil. J'ai des personnes dans mon réseau, ils font que les marchés financiers parce qu'ils veulent pas se soucier de l'immobilier. Et de nouveau, c'est ok. Et l'inverse existe aussi. Hein. Et à chaque fois, j'ai vu des personnes se forcer à aller dans un investissement, surtout dans l'immobilier, parce Ouais, que parce c'est que- souvent l'immobilier. Ouais, Mais en fait, notre derrière, culture. j'ai eu le cas d'un de nos membres qui a acheté Les entrepôts. des entrepôts. Et aujourd'hui, il dit, ouf, quel truc, en fait, effectivement, hein, parce que Il a mis beaucoup d'argent. il a mis beaucoup d'argent. Et derrière, voilà, c'est un domaine où on n'en parle pas beaucoup, c'est une autre gestion, il y a beaucoup à apprendre Ouais. derrière. Et donc, Et- effectivement, je pense pas qu'il a fait le même choix. C'est complètement autre chose. Un autre métier de l'immobilier, les locaux professionnels et commerciaux, c'est une autre loi. C'est le code du commerce. C'est un autre profil de locataire et ça peut être très bien. Par contre, ça demande d'autres compétences. Et c'est vrai qu'en France, on a cette tendance à aller vers l'immobilier parce que c'est notre culture, parce qu'on se dit la pierre c'est solide, instinctivement parce qu'on a l'impression de connaître l'immobilier parce qu'on a un toit au-dessus de la tête. Et encore une fois, l'immobilier ça marche, mais en vrai, l'immobilier, avoir un toit au-dessus de la tête et investir dans l'immobilier, ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien. Mais on a cette fausse impression de sûreté qui pour moi est un biais. Et en fait, parfois on se rend compte que l'immobilier, si c'est fait pour nous, que ça nous plaît, tant mieux. C'est un avis qu'on peut avoir a priori, qui parfois se vérifie a posteriori. Ok, je continue à prendre du plaisir dans l'immobilier, c'est cool. Et en fait, la plupart des gens, c'est triste à dire, hein, mais la plupart des gens a posteriori disent l'immobilier, ça me gonfle, je ne veux plus. D'ailleurs, beaucoup deviennent marchands de biens parce que du coup, ils veulent plus du locatif en fait. Et d'autres arrêtent tout simplement. Moi, je le vois avec ma situation personnelle, c'est Ouais. que voilà, j'ai beaucoup utilisé l'immobilier comme un levier d'enrichissement assez important grâce au financement. Ouais, le crédit. Aujourd'hui, j'ai un certain patrimoine avec une dizaine de lots. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, voilà, stop l'immobilier. C'est bien. C'est bien, j'estime que c'est sous contrôle, mais j'ai pas besoin spécialement d'avoir plus dans ma phase actuelle. Par contre, effectivement, de réutiliser ce que l'immobilier génère pour aller vers les marchés financiers, là, c'est intéressant. Je suis d'accord avec ça. Moi, tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, je suis plus à l'achat en immobilier pour des raisons similaires. Et je me dis, par contre, c'est intéressant l'immobilier. J'ai du goût, tu vois, j'ai trouvé mon plaisir. J'ai du goût dans la recherche des biens. J'ai du goût dans la négociation, dans le pilotage des chantiers, ça me plaît. Dans la gestion quotidienne, ça me gonfle. Donc, en fait, et j'ai pas trouvé partout où je voulais des prestataires de confiance. Et donc, ce que je me dis, c'est finalement, moi, l'immobilier, j'y retournerai quand les entreprises qu'on a tourneront bien plus et que finalement, je pourrai recruter quelqu'un qui petit à petit prendra cette brique-là dans mon équipe pour moi. Ça a été mon choix. Donc, faire un break dans l'immobilier, c'est OK, même si on peut faire un break en finance ou plein de choses. Ouais. Donc, en tout cas, ça m'a permis d'identifier où je prends du plaisir et d'être capable de se renforcer là-dessus, parce qu'encore une fois, l'immobilier, ça dure pas 6 mois, quoi. Mais c'est pareil en finance, hein. C'est pareil en trading. Enfin, l'épuisement des traders, parce qu'en fait, les mecs, ils disent trop bien, je gagne de l'argent, et les mecs, ils passent 8 heures par jour sur un PC, au détriment de leur boulot, de leur famille, de C'est une plein de trucs. activité C'est un taf. C'est un taf, et puis ils y prennent du plaisir pendant 3 semaines, après ils sont épuisés, ils continuent, et puis à un moment, ils perdent tout. Parce qu'ils n'ont pas pris de plaisir, et ils n'ont pas eu la pleine conscience du temps que ça prend,
de risque pris avec l'argent, du degré de compétence nécessaire, des risques associés à ça et du plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment ça important. Les grands critères, c'est, je les répète un petit peu, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour, c'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai envie de le prendre? Est-ce que j'ai l'argent pour y aller? Est-ce que ça ne me met pas en péril? Est-ce que c'est rentable? Brique argent. Ensuite, la brique compétence. Est-ce que j'ai la compétence pour y aller? Sinon, comment est-ce que je l'acquiers de façon directe? Je me forme, j'apprends, peu importe. Ou indirecte, je fais confiance à des gens. Voilà. Est-ce que le risque vaut le coup d'être pris dans ma situation? Et est-ce que je vais y prendre du plaisir? Ok? Et c'est un mélange de plein de choses. Aujourd'hui, moi, j'investis dans des trucs où j'ai pas de plaisir parce qu'ils me prennent très peu de temps. Donc, c'est pas grave. Par contre, dès que ça commence à me prendre du temps, moi, il me faut du plaisir, sinon je procrastine. Voilà. Bon, Vous voulez en savoir plus, hein, ouais. la newsletter? La newsletter, en commentaire de cette vidéo, elle est gratuite, on parle régulièrement de ce genre d'investissement et on essaie d'ailleurs de vous dire, attention, cet investissement-là, il est intéressant, ça fait ceci, cela. La conséquence et le traverse que ça va vous demander ceci, cela, ça nous permet vraiment d'avoir une vraie visibilité. Cette newsletter, elle est là, elle sert à ça, profitez-en, elle est gratuite. Et vous pouvez aussi répondre à nos emails, on regarde votre situation, on vous répond, on vous donne aussi des éléments supplémentaires, des ressources qui peuvent vous aider à justement choisir quelles sont vos opportunités d'investissement qui sont intéressantes pour votre profil. Si cette vidéo vous a plu, donnez-lui de la force, un petit like et on s'abonne à la chaîne. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.